Henri VIII monte sur le trône d'Angleterre le 22 avril 1509, à seulement 17 ans. Ce jeune homme de près de 2 mètres, aux cheveux roux flamboyants et au physique d'athlète, incarne parfaitement le prince Renaissance. Il parle 6 langues couramment, compose de la musique, manie l'épée avec une dextérité redoutable et charme toute l'Europe par son intelligence vive et sa prestance naturelle. Le nouveau roi hérite d'un royaume prospère que son père Henri VII a patiemment reconstruit après les guerres civiles. Les caisses royales débordent d'or. La noblesse respecte l'autorité Tudor, et le peuple accueille avec enthousiasme ce souverain qui promet de rompre avec l'avarice légendaire de son prédécesseur. Henri VIII dépense sans compter, organise des tournois grandioses, collectionne les œuvres d'art et transforme sa cour en théâtre permanent de magnificence. Cette image dorée cache déjà une personnalité inquiétante. Henri VIII ne supporte aucune contradiction et considère que Dieu lui a personnellement confié le pouvoir absolu sur ses sujets. Quand un courtisan ose émettre un avis contraire au sien, le roi entre dans des colères terrifiantes qui glacent d'effroi son entourage. Ces accès de fureur, d'abord rares et brefs, vont progressivement s'amplifier jusqu'à devenir le trait dominant de sa personnalité. En juin 1509, quelques semaines après son couronnement, Henri épouse Catherine d'Aragon, veuve de son frère Arthur, mort prématurément en 1502. Cette union scelle une alliance stratégique avec l'Espagne de Ferdinand et Isabelle, mais le roi espère surtout qu'elle lui donnera rapidement l'héritier mâle indispensable à la stabilité dynastique. Catherine, plus âgée et expérimentée, tombe rapidement enceinte au grand bonheur de son jeune époux. Cependant, le destin frappe cruellement dès le début. Catherine accouche d'une fille mort-née en janvier 1510, puis d'un fils prénommé Henri en janvier 1511. Le royaume célèbre cette naissance avec des festivités grandioses, mais l'enfant meurt au bout de 7 semaines seulement. Cette tragédie plonge le couple royal dans un chagrin profond et sème les premières graines de l'obsession qui va détruire Henri VIII. L'obtention d'un héritier mâle viable. Pendant les années qui suivent, Catherine d'Aragon tombe enceinte plusieurs fois, mais tous les enfants meurent en bas âge ou naissent morts-nés. Seule leur fille Marie, née en 1516, survit et grandit normalement. Cette incapacité à produire un héritier mâle devient une véritable torture psychologique pour Henri VIII, qui y voit un signe de la colère divine. Le roi commence à développer une paranoïa grandissante autour de sa succession. Il consulte théologiens et astrologues, cherche des explications mystiques à cette malédiction apparente et finit par se convaincre que son mariage avec Catherine est maudit. L'idée germe lentement dans son esprit que Dieu punit cette union, car Catherine était l'épouse de son frère défunt, même si le mariage n'avait jamais été consommé selon ses affirmations. En 1526, Henri VIII tombe éperdument amoureux d'Anne Boleyn, jeune femme de cour de 25 ans, intelligente, ambitieuse et dotée d'un charme envoûtant. Contrairement aux maîtresses précédentes qui acceptaient leur rôle temporaire, Anne refuse catégoriquement de devenir simplement la concubine royale. Elle exige le mariage et la couronne, rien de moins, jouant habilement sur la passion du roi pour obtenir ce qu'aucune femme n'avait osé réclamer avant elle. Cette situation pousse Henri VIII vers la rupture la plus spectaculaire de l'histoire religieuse européenne. Il demande au pape Clément VII d'annuler son mariage avec Catherine, invoquant la prohibition du Lévitique qui interdit d'épouser la femme de son frère. Le pape refuse catégoriquement cette demande, coincé entre les pressions anglaises et celles de Charles Quint, empereur germanique et neveu de Catherine d'Aragon. La réaction d'Henri VIII dépasse toutes les attentes diplomatiques. Plutôt que de renoncer à Anne Boleyn ou d'accepter le refus papal, il décide de briser 1000 ans de tradition chrétienne en créant sa propre église. Entre 1532 et 1534, une série d'actes parlementaires détache progressivement l'Angleterre de l'autorité romaine. L'acte de suprématie de 1534 fait officiellement du roi le chef suprême de l'Église d'Angleterre. Cette décision révolutionnaire bouleverse l'équilibre politique européen et transforme l'Angleterre en ennemi juré du catholicisme. Thomas, More, ancien ami proche et chancelier du royaume, refuse de reconnaître cette autorité religieuse. Henri VIII le fait emprisonner à la Tour de Londres et,
malgré les supplications de mort qui rappellent leur ancienne amitié, ordonne son exécution le 6 juillet 1535. La tête du grand humaniste roule sur l'échafaud, première d'une longue série de victimes illustres. Catherine d'Aragon, répudiée et humiliée, est bannie de la cour et enfermée dans plusieurs châteaux successifs. Henri VIII lui interdit de voir leur fille Marie et fait surveiller chacun de ses mouvements par des espions. L'ancienne reine, qui avait régné avec dignité pendant plus de 20 ans, vit désormais en recluse, privée de tout contact avec l'extérieur. Elle meurt le 7 janvier 1536 dans des circonstances suspectes, probablement empoisonnée sur ordre royal. Anne Boleyn devient officiellement reine le 25 janvier 1533, mais son triomphe se transforme rapidement en cauchemar. Elle accouche d'Élisabeth le 7 septembre 1533, une fille qui déçoit profondément Henri VIII. Le roi espérait qu'Anne lui offrirait enfin l'héritier mâle tant désiré, et cette nouvelle déception ravive sa colère contre le destin qui semble s'acharner sur sa dynastie. La nouvelle reine possède un caractère fort et ne craint pas d'exprimer ses opinions politiques. Elle influence les nominations religieuses, soutient activement la réforme protestante et intervient dans les décisions royales, ce qui irrite profondément Henri VIII. Le roi, habitué à dominer totalement son entourage féminin, supporte de plus en plus mal cette indépendance d'esprit qui remet en question son autorité absolue. Les relations entre les époux se détériorent rapidement. Anne Boleyn fait plusieurs fausses couches successives, dont une en janvier 1536, où les médecins confirment que le fœtus était masculin. Cette perte plonge Henri VIII dans une rage folle qui marque définitivement la rupture avec sa seconde épouse. Il commence à la haïr avec la même intensité qu'il l'avait adorée quelques années plus tôt. Henri VIII trouve alors le prétexte parfait pour se débarrasser d'Anne. Il l'accuse d'adultère avec 5 hommes différents, dont son propre frère George Boleyn et le musicien Mark Smeaton. Ces accusations sont entièrement fabriquées par Thomas Cromwell, le nouveau conseiller royal qui orchestre un procès truqué. Les prétendus amants sont torturés jusqu'à avouer des crimes imaginaires, puis exécutés les uns après les autres. Le 19 mai 1536, Anne Boleyn gravit l'échafaud spécialement dressé dans l'enceinte de la Tour de Londres. Elle prononce un discours digne où elle pardonne au roi et demande à Dieu de bénir son règne, refusant jusqu'au bout d'avouer des crimes qu'elle n'a pas commis. Le bourreau français, spécialement convoqué pour l'occasion, tranche sa tête d'un coup d'épée net et précis. Henri VIII, qui observe la scène depuis une fenêtre du château, quitte immédiatement Londres pour épouser Jane Seymour le lendemain même. Jane Seymour représente tout ce qu'Henri VIII recherche désormais chez une épouse, soumise, discrète, issue de la noblesse anglaise traditionnelle et dépourvue de toute ambition politique personnelle. Contrairement à Anne Boleyn qui ne cessait de revendiquer son influence, Jane se contente de satisfaire les désirs royaux sans jamais exprimer d'opinion propre sur les affaires du royaume. Le mariage avec Jane Seymour apporte effectivement une paix relative dans la vie chaotique du roi. La nouvelle reine ne manifeste aucune velléité d'indépendance et adopte le comportement discret qu'Henri VIII attend de ses épouses depuis l'expérience traumatisante avec Anne Boleyn. Cette docilité parfaite crée une atmosphère plus sereine à la cour, même si elle repose sur la terreur que tous éprouvent désormais face aux colères royales. En 1537, Jane donne enfin naissance à Édouard, l'héritier mâle tant attendu depuis 28 ans de règne. Henri VIII jubile et organise des festivités grandioses dans tout le royaume pour célébrer cette naissance providentielle. Il semble avoir trouvé la paix intérieure et traite sa troisième épouse avec une tendresse inhabituelle, la couvrant de bijoux et d'attentions particulières. Cependant, Jane Seymour développe une fièvre puerpérale 12 jours après l'accouchement. Cette infection post-natale, fréquente à l'époque, progresse rapidement malgré les soins des médecins royaux. Ces derniers, terrorisés à l'idée d'annoncer la mauvaise nouvelle au roi, tardent à réagir efficacement et multiplient les traitements inadaptés qui aggravent l'état de la reine. Jane Seymour s'éteint le 24 octobre 1537, soit 12 jours exactement après avoir donné la vie au futur Édouard VI. Sa mort plonge Henri VIII dans un chagrin sincère et profond qui surprend tous les observateurs. Pour la première fois de
Sa vie, le roi montre des signes de vulnérabilité émotionnelle authentique. Il s'enferme dans ses appartements, refuse de voir quiconque et sombre dans une mélancolie inhabituelle. Cette douleur genuine révèle paradoxalement la capacité du roi à éprouver de véritables sentiments, ce qui rend ses crimes passés et futurs encore plus troublants. Henri VIII avait réellement aimé Jane Seymour, probablement parce qu'elle incarnait son idéal de soumission féminine. Sa mort naturelle la préserve du sort tragique réservé aux épouses qui déçoivent le tyran. 3 ans après la mort de Jane Seymour, Thomas Cromwell convainc Henri VIII d'épouser Anne de Clèves pour sceller une alliance avec les princes protestants allemands. Cette union politique doit renforcer la position de l'Angleterre face à la menace de Charles Quint et François Ier qui envisagent une croisade catholique contre le royaume schismatique. Henri VIII accepte ce mariage arrangé après avoir vu un portrait flatteur peint par Hans Holbein le Jeune, mais la réalité dépasse ses pires craintes. Quand Anne de Clèves arrive en Angleterre en décembre 1539, le roi la trouve physiquement repoussante et culturellement incompatible. Il entre dans une colère monumentale contre Cromwell qui a organisé cette union désastreuse. Le roi développe alors une stratégie particulièrement cruelle pour humilier sa nouvelle épouse. Il épouse Anne de Clèves le 6 janvier 1540 selon le protocole officiel, mais refuse catégoriquement de consommer l'union et traite la reine avec un mépris affiché lors de toutes les cérémonies publiques. Il fait circuler des rumeurs sur sa prétendue laideur et son manque de raffinement, la surnommant grossièrement la jument des Flandres. Cette humiliation publique constante terrorise Anne de Clèves, qui comprend rapidement le sort réservé aux épouses qui déplaisent au roi. Elle accepte donc sans résistance l'annulation du mariage, obtenue 6 mois plus tard, le 9 juillet 1540, en prétextant un précontrat avec le duc de Lorraine. En échange de sa docilité, elle reçoit plusieurs châteaux et une rente confortable qui lui permettent de vivre paisiblement en Angleterre jusqu'à sa mort en 1557. Thomas Cromwell paie de sa vie cette erreur diplomatique majeure. Henri VIII, qui devait pourtant tout à son ministre, la rupture avec Rome, l'annulation de son premier mariage, la dissolution lucrative des monastères, l'accuse de trahison et le fait décapiter le 28 juillet 1540. Cette exécution démontre que personne n'est à l'abri de la fureur royale, même les plus fidèles serviteurs qui ont rendu des services inestimables. L'incident Anne de Clèves marque un tournant dans la personnalité d'Henri VIII. Sa vanité, blessé par ce fiasco matrimonial, exacerbe encore sa cruauté naturelle. Le roi ne supporte plus aucune contrariété et fait payer très cher à son entourage ses propres erreurs de jugement. La terreur s'installe définitivement à la cour, où chacun tremble de commettre la faute qui déclenchera la colère fatale. Le jour même de l'exécution de Thomas Cromwell, Henri VIII épouse Catherine Howard, nièce du duc de Norfolk et cousine d'Anne Boleyn. Cette coïncidence macabre illustre parfaitement la brutalité cynique du roi qui marie plaisir et violence sans aucun état d'âme. Catherine, âgée d'environ 19 ans, représente tout ce que le monarque vieillissant recherche. Beauté juvénile, soumission apparente et passion pour satisfaire ses appétits charnels. Catherine Howard a grandi dans la maison de sa grand-mère où régnait une discipline très relâchée. Elle a eu plusieurs relations amoureuses avant son mariage royal, notamment avec Henry Manox, son professeur de musique, puis avec Francis Dereham, un gentilhomme avec qui elle était secrètement fiancée. Ces liaisons passées, connues de plusieurs témoins, constituent autant de bombes à retardement dans sa nouvelle vie de reine. Henri VIII, maintenant âgé de 49 ans et déjà affaibli par ses ulcères purulents, tombe éperdument amoureux de sa jeune épouse. Il couvre Catherine de bijoux somptueux, organise des bals grandioses et retrouve une vitalité sexuelle qu'on ne lui connaissait plus depuis des années. La cour reprend vie grâce à cette énergie retrouvée et l'optimisme royal contamine tout l'entourage qui espère des temps plus cléments. Cependant, Catherine Howard commet l'erreur fatale de poursuivre une liaison sentimentale avec Thomas Culpeper, gentilhomme de la chambre royale. Cette relation, probablement plus romantique que physique selon les historiens modernes, constitue néanmoins un adultère passible de mort selon les lois anglaises. Les amoureux échangent des lettres compromettantes et se rencontrent secrètement dans les appartements royaux. En octobre 1541, un ancien serviteur de la famille Howard dénonce Catherine par vengeance personnelle après un conflit sur des arriérés de salaire.
Henri VIII refuse d'abord de croire ces accusations qui remettent en question sa virilité et son jugement. Mais les preuves s'accumulent rapidement. Des lettres d'amour sont découvertes et plusieurs témoins confirment les rencontres secrètes entre la reine et Culpeper. La réaction du roi dépasse en violence tout ce qu'il a montré précédemment. Il fait torturer méthodiquement tous les suspects pour obtenir des aveux détaillés, ordonne l'exécution de Thomas Culpeper et Francis Derham, puis s'attaque à Catherine elle-même. Le Parlement vote un Bill of Attainder qui condamne la reine pour trahison, évitant ainsi les complications d'un procès public embarrassant. Le 13 février 1942, Catherine Howard monte sur l'échafaud de la Tour de Londres. Elle a seulement 21 ans et tremble de terreur devant être soutenue par ses dames d'honneur pour marcher jusqu'au billot. Sa jeunesse et sa vulnérabilité émeuvent même les bourreaux habitués à ses exécutions, mais Henri VIII reste inflexible malgré les supplications de clémence qui lui parviennent de toute l'Europe. En juillet 1543, Henri VIII épouse Catherine Parr, veuve de 31 ans, intelligente et cultivée. Cette sixième union surprend la cour car le roi semble avoir renoncé à engendrer d'autres héritiers. Catherine Parr apporte stabilité et sagesse dans la vie chaotique du monarque vieillissant, créant une atmosphère familiale apaisée après les drames des mariages précédents. La nouvelle reine possède des convictions religieuses protestantes marquées et influence discrètement la politique religieuse anglaise. Elle réconcilie habilement Henri VIII avec ses filles Marie et Élisabeth, exclues de la succession depuis des années à cause des ruptures matrimoniales de leur père. Cette réconciliation familiale constitue un des rares succès diplomatiques des dernières années du règne. Catherine Parr fait preuve d'une intelligence politique remarquable en évitant soigneusement les erreurs de ses prédécesseurs. Elle ne manifeste jamais d'opposition directe aux volontés royales, mais obtient ses objectifs par persuasion douce et manipulation subtile. Cette stratégie lui permet de survivre aux dernières années du règne, particulièrement dangereuses pour l'entourage royal. Cependant, même cette épouse exemplaire manque de périr sous la hache du bourreau. En 1546, les ennemis conservateurs de Catherine Parr la dénoncent pour hérésie à cause de ses opinions religieuses avancées et de ses écrits théologiques. Henri VIII, dans un accès de paranoïa religieuse, ordonne son arrestation et fait préparer l'acte d'accusation pour trahison. Catherine réussit à se réconcilier avec son époux in extremis, en jouant habilement sur sa vanité et sa faiblesse croissante. Elle feint de s'instruire auprès de lui en matière de religion, flatte son érudition théologique et se présente comme une humble étudiante plutôt qu'une rivale intellectuelle. Cette soumission calculée désarme la colère royale et lui sauve la vie. Cette dernière crise révèle que la nature profonde du roi n'a pas changé malgré l'âge et la maladie. Même affaibli et diminué, Henri VIII conserve ses instincts meurtriers et sa méfiance pathologique envers son entourage le plus proche. Catherine Parr survivra finalement à son époux, mais mourra elle-même en septembre 1548, des suites d'un accouchement difficile après son remariage avec Thomas Seymour. À partir de 1544, l'état de santé d'Henri VIII se dégrade de manière spectaculaire et irréversible. Le roi, autrefois athlétique et imposant, développe un embonpoint monstrueux qui atteint finalement 168 kg selon les archives médicales de l'époque. Son tour de taille passe de 32 à 52 pouces, comme en témoignent les mesures de ses armures successives conservées à la Tour de Londres. Cette obésité extrême complique tous ses déplacements quotidiens. Henri VIII doit être transporté dans une chaise spéciale entre les étages de ses palais et hissé sur ses chevaux à l'aide de poulies complexes. Les escaliers deviennent un calvaire insurmontable et le roi se trouve pratiquement confiné au rez-de-chaussée de ses résidences, humiliation suprême pour celui qui dominait autrefois les tournois. Plus grave encore, Henri VIII souffre d'ulcères, purulents aux jambes, qui s'aggravent constamment depuis son accident de joute de 1536. Ces plaies béantes, probablement causées par une thrombose veineuse chronique aggravée par le diabète naissant, refusent obstinément de cicatriser malgré les soins constants des médecins royaux. Le pus qui s'en écoule dégage une puanteur, si insoutenable que les courtisans doivent parfumer leurs mouchoirs pour approcher le souverain. Les témoins de l'époque décrivent cette odeur pestilentielle qui empeste toutes les pièces où séjourne le roi. Les appartements royaux sentent la charogne et la pourriture, atmosphère macabre qui s'accorde parfaitement avec la brutalité du régime. Même les ambassadeurs étrangers,
habitués au faste des cours européennes, repartent écœurés par cette puanteur qui révèle la décomposition physique du tyran. Les historiens modernes diagnostiquent également un possible syndrome de Cushing, maladie endocrinienne qui expliquerait les changements physiques et comportementaux du roi. Cette pathologie provoque obésité, hypertension, diabète et modifications profondes de la personnalité, tous symptômes observés chez Henri VIII durant ces dernières années. Les accès de violence deviennent encore plus imprévisibles et dévastateurs. Le roi refuse catégoriquement d'admettre sa déchéance physique et continue d'exiger le respect absolu de son entourage. Il fait exécuter quiconque manifeste de la pitié ou du dégoût face à son état, transformant sa cour en prison dorée où chacun feint l'admiration par peur de mourir. Cette négation de la réalité aggrave encore son isolement psychologique et sa paranoïa grandissante. Ses colères deviennent de plus en plus imprévisibles et disproportionnées. Henri VIII ordonne l'exécution de nobles pour des motifs dérisoires. Un regard déplacé, une phrase mal interprétée, un retard à une cérémonie, une plaisanterie de mauvais goût. La terreur règne sur l'Angleterre où personne ne se sent désormais en sécurité, même parmi les plus hauts dignitaires du royaume. La liste des victimes s'allonge constamment durant ces dernières années. Évêques, nobles, bourgeois, simples citoyens, tous peuvent basculer du jour au lendemain dans la catégorie des traîtres passibles de mort. Henri VIII développe une véritable industrie de la terreur, qui fonctionne selon sa logique personnelle incompréhensible pour ses contemporains. La moindre contrariété déclenche une cascade d'arrestations et d'exécutions. En décembre 1546, Henri VIII fait arrêter Henry Howard, comte de Surrey, et son père Thomas Howard, duc de Norfolk, deux des plus grands nobles du royaume. Surrey a commis l'imprudence d'inclure les armes royales dans son blason personnel, ce que le roi interprète comme une tentative d'usurpation future. Cette accusation fantaisiste illustre parfaitement la paranoïa délirante qui caractérise les derniers mois du règne. Henry Howard est exécuté le 19 janvier 1547, à seulement 30 ans, 9 jours avant la mort du roi. Poète talentueux et fin lettré, il aurait pu contribuer brillamment à la Renaissance anglaise. Mais la folie royale l'envoie prématurément au tombeau pour un crime imaginaire. Thomas Howard échappe de justesse à l'échafaud uniquement parce qu'Henri VIII meurt la veille de l'exécution prévue. Ces dernières condamnations illustrent parfaitement la folie meurtrière qui caractérise les dernières années du règne. Henri VIII tue désormais par simple plaisir sadique pour maintenir un climat de terreur qui compense sa faiblesse physique croissante. Chaque exécution lui procure une satisfaction morbide qui nourrit temporairement son ego surdimensionné et sa soif de domination absolue. Le roi passe ses derniers mois enfermé dans ses appartements, rongé par la douleur constante et la fièvre intermittente. Son corps, autrefois superbe et admiré dans toute l'Europe, n'est plus qu'une masse purulente et malodorante que ses serviteurs lavent avec répugnance. Les témoins les plus proches décrivent des vers sortant effectivement de ses plaies infectées, détail atroce qui symbolise sa pourriture morale. Henri VIII s'éteint finalement le 28 janvier 1547 au palais de Whitehall, à l'âge de 55 ans, après 37 ans et 9 mois d'un règne qui a transformé l'Angleterre en royaume de terreur. Ces dernières paroles, selon les témoins présents, expriment une terreur profonde du jugement divin qui l'attend. Le roi qui a défié l'Église catholique et assassiné tant d'innocents redoute maintenant la vengeance céleste qu'il a si bien méritée. Les dernières semaines de sa vie sont un calvaire physique et moral qui semble constituer un châtiment anticipé pour ses crimes innombrables. Henri VIII délire de fièvre, crie contre des ennemis imaginaires et supplie qu'on lui pardonne des fautes qu'il ne peut plus identifier précisément. Cette agonie tourmentée contraste cruellement avec la morgue arrogante qui l'a caractérisé pendant des décennies. Sa mort soulage immédiatement la cour et le peuple anglais qui n'osaient de plus exprimer leur lassitude face à ce règne de terreur. Les courtisans, contraints au silence et à la flatterie pendant des décennies, peuvent enfin exprimer discrètement leur dégoût pour ce tyran sanguinaire qui a transformé l'Angleterre en abattoir. Les ambassadeurs étrangers rapportent que Londres célèbre prudemment la disparition du monstre. L'autopsie révèle un corps entièrement gangréné par la maladie et l'infection généralisée. Les médecins découvrent des abcès dans tous les organes internes
une septicémie avancée et des lésions multiples qui expliquent l'odeur épouvantable dégagée par le cadavre royal. Henri VIII a littéralement pourri de l'intérieur, châtiment, symbolique parfait pour un homme qui a corrompu son royaume par ses crimes. Édouard VI, son fils unique et légitime, hérite du trône à seulement 9 ans. Ce règne d'un enfant, contrôlé par des régents protestants, permet à l'Angleterre de se remettre progressivement des traumatismes du règne précédent. La noblesse décimée par les exécutions se reconstitue lentement et une partie des biens confisqués retourne aux familles spoliées. Le testament d'Henri VIII désigne 16 exécuteurs testamentaires pour former un conseil de régence jusqu'à la majorité d'Édouard. Cette disposition révèle la méfiance finale du roi envers tout pouvoir individuel, même posthume. Henri VIII a tellement abusé de l'autorité royale qu'il redoute qu'un seul homme puisse exercer la même tyrannie sur son héritier. Le décompte précis des victimes d'Henri VIII reste difficile à établir, mais les historiens modernes estiment qu'il a fait officiellement exécuter environ 70 000 personnes pendant son règne, chiffre astronomique pour l'époque. Cette estimation conservatrice ne comptabilise que les condamnations judiciaires officielles, sans inclure les morts causées par la dissolution violente des monastères, les répressions religieuses massives et les famines provoquées par sa politique économique désastreuse. Parmi ses victimes directes figurent 2 épouses innocentes, plusieurs dizaines de nobles de premier plan, des centaines de religieux fidèles à Rome, des milliers de paysans révoltés contre les nouveaux impôts et d'innombrables innocents accusés de trahison sur de simples soupçons ou dénonciations malveillantes. Cette hécatombe systématique place Henri VIII parmi les tyrans les plus sanguinaires de l'histoire européenne, au niveau des pires dictateurs ultérieurs. Sa rupture avec Rome bouleverse durablement l'équilibre religieux continental et déclenche des siècles de conflits sanglants entre catholiques et protestants. L'Angleterre devient une puissance isolée, haïe par les monarchies catholiques traditionnelles, mais incapable de s'allier durablement aux princes protestants allemands à cause de ses positions théologiques contradictoires. Économiquement, le règne d'Henri VIII ruine méthodiquement l'Angleterre, malgré l'héritage prospère laissé par son père, les guerres continuelles contre la France et l'Écosse, les dépenses somptuaires pharaoniques de la cour et la corruption généralisée du système administratif vident complètement les caisses royales. La dissolution des monastères procure des revenus temporaires substantiels, mais détruit définitivement le système d'assistance sociale traditionnel qui aidait les plus démunis. Les biens monastiques, vendus à vil prix aux favoris du roi, enrichissent une nouvelle classe de spéculateurs sans scrupules, au détriment du trésor royal et du peuple anglais. Cette politique de bradage organisée constitue l'un des plus grands transferts de richesses de l'histoire anglaise, créant des fortunes colossales pour quelques profiteurs tout en appauvrissant durablement la couronne et les communautés rurales. Culturellement, la tyrannie royale étouffe systématiquement la Renaissance anglaise naissante. De nombreux artistes, écrivains et penseurs préfèrent s'exiler définitivement plutôt que de risquer l'exécution pour une œuvre mal interprétée par le roi ou ses sbires. Thomas More, génie de l'humanisme européen et figure emblématique de la pensée chrétienne, paie de sa vie son refus de cautionner la politique matrimoniale royale. Cette fuite des cerveaux prive l'Angleterre de talents exceptionnels qui auraient pu faire du royaume un foyer artistique et intellectuel comparable à l'Italie ou à la France. Au lieu de cela, la terreur intellectuelle imposée par Henri VIII transforme l'Angleterre en désert culturel où seule la flatterie grossière du tyran trouve grâce aux yeux des autorités. Les 3 enfants d'Henri VIII règnent successivement sur l'Angleterre, chacun profondément marqué par les traumatismes paternels et l'héritage empoisonné de ce règne de terreur. Édouard VI meurt prématurément à 15 ans en juillet 1553, probablement de tuberculose aggravée par un empoisonnement lent selon certains historiens. Son règne éphémère de 6 ans ne permet aucune stabilisation durable du royaume traumatisé. Marie Thiers, fille de Catherine d'Aragon, devient reine en 1553 après avoir éliminé la malheureuse Jane Grey, manipulée par les factions protestantes. Marie tente désespérément de restaurer le catholicisme par la force brutale, répétant exactement les méthodes paternelles avec une violence inouïe. Surnommée Marie la Sanglante, elle fait brûler près de 300 protestants en 4 ans de règne, créant un traumatisme religieux durable. Cette violence religieuse systématique
divise définitivement l'Angleterre entre catholiques et protestants, chaque communauté gardant la mémoire des persécutions subies. Marie Pronnière reproduit fidèlement l'intolérance meurtrière de son père, prouvant que la brutalité henricienne a contaminé toute la descendance royale. Son mariage avec Philippe II d'Espagne radicalise encore l'opposition protestante qui redoute une reconquête catholique totale. Élisabeth Pronnière, fille d'Anne Boleyn, succède à sa demi-sœur en 1558 et règne glorieusement pendant 45 ans. Marquée à vie par l'exécution de sa mère et les violences familiales qu'elle a subies, elle refuse catégoriquement le mariage et reste célibataire toute sa vie. Ce célibat obstiné constitue une réaction directe au traumatisme causé par les mariages meurtriers de son père. Son règne brillant efface progressivement la mémoire du tyran dans la conscience collective anglaise, mais ne peut réparer tous les dégâts structurels causés par Henri VIII. Élisabeth doit constamment naviguer entre les factions religieuses hostiles créées par la politique paternelle, et sa propre légitimité reste contestée par les catholiques qui considèrent Anne Boleyn comme une concubine adultère. La dynastie Tudor s'éteint définitivement avec Élisabeth en 1603, sans descendance directe malgré 45 ans de règne. Cette extinction biologique peut être interprétée comme la malédiction finale qui frappe la lignée d'Henri VIII. Le roi qui a tout sacrifié pour assurer sa succession masculine voit ironiquement sa famille disparaître à jamais avec une reine vierge qui refuse d'enfanter. L'Église d'Angleterre, créée uniquement pour satisfaire les caprices matrimoniaux, royaux, survit paradoxalement à son fondateur et devient un élément central de l'identité britannique. Cette institution, née dans le crime et la violence la plus abjecte, finit étonnamment par incarner la modération religieuse et la tolérance sociale, évolution imprévisible qui aurait horrifié Henri VIII. Les conséquences européennes du schisme anglais. La rupture henricienne avec Rome provoque des répercussions diplomatiques majeures dans toute l'Europe chrétienne. Charles Quint et François Ier, ennemis jurés par ailleurs, envisagent sérieusement une croisade commune contre l'Angleterre schismatique pour restaurer l'unité catholique. Cette menace d'invasion force Henri VIII à militariser massivement son royaume et à construire un système défensif côtier coûteux. Les fortifications henriciennes, visibles encore aujourd'hui le long des côtes anglaises, témoignent de l'isolement diplomatique créé par la politique religieuse royale. Henri VIII doit transformer son royaume en forteresse assiégée, mobilisant des ressources considérables pour se défendre contre les conséquences de ses propres décisions matrimoniales. Le pape Paul III excommunie solennellement Henri VIII en 1538 et appelle tous les princes catholiques à déposer ce roi hérétique par la force des armes. Cette excommunication, longtemps différée par diplomatie, officialise la rupture définitive et place l'Angleterre en situation de paria religieux dans l'Europe chrétienne traditionnelle. Les tentatives d'alliance avec les princes protestants allemands échouent régulièrement à cause des positions théologiques contradictoires d'Henri VIII. Le roi anglais veut rompre avec Rome tout en conservant l'essentiel de la doctrine catholique, position incohérente qui déplaît à la fois aux catholiques et aux protestants continentaux. Cette isolation diplomatique aggrave la vulnérabilité militaire du royaume. Les réfugiés catholiques anglais, exilés massivement après 1534, deviennent des agents actifs de reconquête dans toutes les cours européennes. Ces émigrés, souvent issus de la haute noblesse, fournissent renseignements et légitimité au projet d'invasion catholique. Henri VIII a ainsi créé une 5e colonne permanente qui travaille activement à sa perte depuis l'étranger. La dissolution des monastères entre 1536 et 1540 bouleverse complètement la structure sociale anglaise traditionnelle. Ces institutions religieuses employaient des milliers de personnes et assuraient l'assistance aux pauvres, l'éducation élémentaire et les soins médicaux dans les campagnes. Leur suppression brutale crée une crise sociale majeure que la monarchie ne peut pas gérer efficacement. Les moines et religieuses, chassés de leur couvent, se retrouvent sans ressources ni formation pour s'insérer dans la société laïque. Beaucoup sombrent dans la mendicité ou l'errance, grossissant les rangs des vagabonds qui terrorisent les campagnes anglaises. Cette population déracinée constitue un ferment permanent de révolte contre le nouveau régime religieux. Les paysans qui dépendaient économiquement des monastères perdent emploi, assistance et protection traditionnelle. Les nouveaux propriétaires laïcs,
uniquement motivés par le profit, expulsent massivement les tenanciers pour transformer les terres en pâturages plus rentables. Cette révolution agraire forcée provoque un exode rural massif vers les villes déjà surpeuplées. Les révoltes paysannes se multiplient dans tout le royaume, notamment le pèlerinage de grâce en 1536 qui mobilise 40 000 insurgés dans le nord de l'Angleterre. Henri VIII réprime ces soulèvements avec une brutalité inouïe, faisant exécuter les meneurs après leur avoir promis négociation et amnistie. Cette trahison systématique radicalise l'opposition populaire au régime. La nouvelle noblesse créée par Henri VIII, grâce aux biens monastiques, reste fragile et dépendante du bon vouloir royal. Ces parvenus enrichis du jour au lendemain manquent de légitimité traditionnelle et ne peuvent s'appuyer sur aucune fidélité populaire. Leur fortune, bâtie sur la spoliation religieuse, les rend vulnérables au moindre changement de politique royale. Entre 1544 et 1547, Henri VIII devient progressivement un fantôme de lui-même, rongé par la maladie et l'obsession de contrôler un royaume qui lui échappe de plus en plus. Son poids monstrueux l'empêche de paraître en public, privant la monarchie de la dimension spectaculaire indispensable à son prestige. Le roi se terre dans ses appartements comme un animal blessé et dangereux. Les factions de cour se disputent. Déjà l'influence sur le futur Édouard VI, anticipant une régence qui durera des années. Protestants et catholiques modérés manœuvrent secrètement pour placer leurs hommes dans le futur conseil de régence, négligeant de plus en plus l'autorité défaillante du roi mourant. Henri VIII assiste impuissant à cette érosion de son pouvoir personnel. Ses dernières apparitions publiques choquent les témoins par sa dégradation physique spectaculaire. L'ambassadeur français décrit un roi méconnaissable, bouffi et purulent, qui doit être porté par 4 hommes et dégage une odeur de cadavre. Cette image pathétique contraste cruellement avec le souverain imposant qui dominait l'Europe 30 ans plus tôt. La gestion quotidienne du royaume échappe complètement à Henri VIII, qui ne peut plus se concentrer que quelques minutes sur les affaires courantes. Ses ministres prennent des décisions importantes sans l'en informer, sachant que ses colères sont maintenant plus ridicules qu'effrayantes. L'autorité royale se délite progressivement dans l'indifférence générale. Les dépenses médicales royales atteignent des sommets astronomiques pendant ces derniers mois, révélant l'acharnement désespéré à maintenir en vie ce corps en décomposition. Médecins, chirurgiens, apothicaires et charlatans se succèdent au chevet royal, multipliant traitements inutiles et remèdes fantaisistes qui aggravent souvent l'état du patient. Henri VIII incarne parfaitement la transformation progressive d'un homme ordinaire en monstre par l'exercice du pouvoir absolu et l'absence de tout contre-pouvoir moral. Parti prince charmant, admiré de toute l'Europe pour sa prestance et son intelligence, il devient graduellement un tyran sanguinaire que ses propres sujets haïssent et redoutent plus que la peste. Cette métamorphose terrifiante démontre comment l'obsession du pouvoir peut détruire systématiquement toute humanité résiduelle. Chaque meurtre facilite psychologiquement le suivant, chaque crime banalise progressivement la violence, jusqu'à créer un système totalitaire où la mort devient l'unique solution envisagée aux problèmes politiques les plus mineurs. Sa mort atroce, rongée par la gangrène et la putréfaction, constitue un châtiment symbolique parfait pour celui qui a méthodiquement corrompu l'Angleterre par ses crimes innombrables. Le roi qui se prétendait élu de Dieu et chef suprême de l'Église finit dans la puanteur et la décomposition, image saisissante de sa déchéance morale complète. Cette agonie purulente frappe tous les contemporains comme une manifestation évidente de la justice divine. Comment ne pas voir un châtiment céleste dans cette pourriture vivante qui ronge le tyran de l'intérieur? Les prédicateurs catholiques y trouvent la confirmation de leur prophétie sur le sort réservé aux ennemis de Rome. L'ironie suprême réside dans le fait qu'Henri VIII, obsédé par la succession masculine, voit sa dynastie s'éteindre définitivement avec sa fille célibataire. Celui qui a tué 2 épouses et révolutionné l'Europe pour obtenir un héritier mâle assiste impuissant à l'extinction programmée de sa lignée. Cette malédiction dynastique parachève le châtiment divin. Henri VIII reste dans la mémoire collective européenne comme l'exemple parfait du dirigeant qui sacrifie systématiquement son peuple à ses ambitions personnelles et finit par s'autodétruire dans sa propre violence.
Son règne de 37 ans constitue une leçon d'histoire intemporelle sur les dangers mortels de l'autoritarisme sans limite et de l'orgueil démesuré. L'histoire tragique de ces 6 épouses résume à elle seule la brutalité d'un système politique où la vie humaine ne vaut rien face aux caprices du pouvoir suprême. Catherine d'Aragon répudiée et empoisonnée, Anne Boleyn et Catherine Howard décapitées sur des accusations fantaisistes, Jane Seymour morte en couches, Anne de Clèves humiliée et Catherine Parr miraculeusement survivante. Ce tableau de chasse macabre révèle un roi devenu complètement fou. Son règne démontre également comment la corruption morale du dirigeant contamine inexorablement tout l'appareil d'État. Ministres, juges, bourreaux, espions, tous participent activement à cette machine de mort par lâcheté, cupidité ou simple instinct de survie. La terreur henricienne transforme l'Angleterre entière en complice de ces crimes par la contrainte absolue. Cette tragédie historique résonne encore aujourd'hui comme un avertissement permanent contre les dérives autoritaires. Henry Woolf préfigure tous les dictateurs ultérieurs qui utilisent la peur comme instrument de gouvernement et transforment leur pays en abattoir pour satisfaire leur soif de domination absolue. Son règne de terreur, ses épouses assassinées, sa déchéance physique et sa mort ignoble forment un ensemble cohérent qui illustre une vérité éternelle. Celui qui sème systématiquement la violence récolte inévitablement la destruction. Et celui qui défie impunément les lois divines et humaines finit toujours par payer le prix total de ses crimes dans l'ignominie et la souffrance.